Bonsoir Mantes-la-Ville. Bon, en politique, en règle générale, il faut se faire un nom. C'est ce qu'on dit et j'ai l'impression qu'ici, il en est une qui s'est déjà fait un prénom, Amitis. Amitis, c'est un prénom extrêmement rare. J'essayais de comprendre d'où ça venait, difficile de trouver, mais j'ai découvert qu'en hébreu, ça pouvait dire deux choses. La première, sans limite, et donc c'est une promesse qui en soi mérite d'être entendue par celles et ceux qui ici pourraient douter de tes capacités à devenir maire de cette ville, et puis ça veut dire la vérité. Et la vérité de cette ville, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, elle est gérée, comme quelques autres, par le Rassemblement national, et que l'évidence, c'est que la gauche n'aurait jamais dû perdre. Alors, plutôt que de parler d'eux, ça a déjà été fait par Yann à l'instant, qui a rappelé quelles étaient leurs façons de procéder, et finalement leur bilan. Bilan en réalité assez pauvre, puisqu'ils ont ici trouvé une méthode très originale. Pour baisser les déficits, il suffit de ne plus rien faire. Et donc c'est le vivre ensemble qui a disparu. Les clubs de foot, ça a été dit, ça a été les associations, ça a été finalement tout ce qui permet de réunir, de faire du commun dans une ville, qui a été supprimé. Et donc la méthode a été relativement simple pour le Rassemblement national. Mais je ne veux pas parler d'eux parce qu'au fond, ce serait leur faire beaucoup d'honneur. Et ce qui a manqué à Mantes-la-Ville, ce n'est pas tellement leur capacité à eux démontrer qu'ils pouvaient gérer la ville, mais ça a été notre capacité à nous de montrer que nous pouvions faire autre chose que nous diviser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai autant de plaisir à être parmi vous ce soir à soutenir une liste qui a permis de rassembler les écologistes, les socialistes, les communistes et nombre de citoyens qui n'appartiennent à aucune de ces organisations, mais qui, malgré tout, ont fait le choix de venir et de s'engager. Tout à l'heure, j'écoutais celles et ceux qui sont venus à cette tribune, les 10 qui sont venus présenter des propositions. Et en les écoutant, je me disais, alors, celui-là, il est quoi? Communiste? Socialiste? Écologiste? Bon, parfois il y a des nuances qui permettent de se dire que celui-là est plutôt ceci ou cela. Mais c'est bien tout ce qui les distingue, des nuances. Et ces nuances-là, au fond, c'est ce que nous ne pardonnons plus. Vous imaginez que ce qui s'est passé en 2014 à Mantes-la-Ville, pourrait se produire demain à l'échelle départementale, régionale et pourquoi pas même nationale. On pourrait se retrouver dans une situation où, parce que la gauche se divise encore, eh bien, elle ne soit plus en capacité d'être une alternative à ce que sont à la fois les nationalistes de Marine Le Pen et les libéraux d'Emmanuel Macron. Et donc, nous avons une responsabilité lourde, très lourde, celle effectivement d'être à la hauteur, ici comme ailleurs. Ne plus laisser s'installer progressivement ce duel, je devrais dire ce duo, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, numéro bien rodé où chacun est finalement l'épouvantail de l'autre. Il faudrait choisir le lepénisme pour combattre le macronisme et le macronisme pour combattre le lepénisme et la boucle serait bouclée. Eh bien non. Ici, d'abord, au municipal, demain au régional, après-demain aux élections présidentielles et législatives, nous devrons faire une démonstration toute différente. Face au lepénisme, face au macronisme, il y a une autre façon de vivre, une autre façon de recréer du commun, de rebâtir ensemble une société qui soit plus solidaire, plus juste, plus écologique et aussi plus démocratique. C'est ce projet-là que tu portes, Amitis, ici, et c'est la raison pour laquelle je suis là. Peut-être certains qui m'auront suivi au cours des derniers jours se diront, quand même, il est premier secrétaire du PS et il n'arrête pas d'aller soutenir ville après ville des candidats qui sont écologistes. Ben, je vais vous dire une chose, c'est pas comme ça que je vis les choses. Je ne me dis pas, je suis venu soutenir un écologiste. Je me dis, je suis venu ici, comme hier à Besançon ou avant-hier à Tours, je suis venu soutenir des femmes et des hommes
qui ont compris qu'il fallait qu'ils se battent ensemble. Je suis venu me battre avec eux, parce qu'ils ont eu le courage de mettre dans leur poche leurs divergences, parce qu'ils ont eu la lucidité de comprendre qu'enfin, effectivement, le printemps peut revenir à une seule condition. Cette seule condition, c'est celle de ne pas toujours regarder ce qui nous distingue, mais d'abord ce qui nous rassemble. Et donc, c'est ce message-là que je porte jour après jour, parce que je ne me sens pas comptable d'un seul parti. Ce serait déjà pas mal, vous me direz. Mais non, je me sens comptable de ce bloc, de tout ce bloc-là, parce que c'est ce bloc-là qui peut faire échec demain aux nationalistes et aux libéraux. Et c'est cela que je suis venu vous dire ce soir. Vous dire que nous n'avons pas le choix et qu'on ne nous pardonnerait pas de ne pas avoir tout entrepris pour mettre en échec nationalistes et libéraux. Eliane vient d'en parler, Mounir en a parlé avant elle. Vous vous rendez compte de la politique qui est menée aujourd'hui? On vient de parler des retraites, je n'y reviens pas, ou très brièvement. Vous vous rendez compte qu'on a demandé à des députés que nous sommes de bien vouloir adopter un projet dont ils ne connaissaient ni le financement, ni même les conséquences sur chacune et chacun d'entre ceux qui demain partiront à la retraite. Au-delà même du fond, au-delà de ce système à point dont tout le monde a compris qu'il serait très régressif, comment peut-on, pour l'honneur du Parlement, demander à des parlementaires de bien vouloir adopter un projet les yeux fermés et pour ne pas dire la bouche bâillonnée pour ceux qui sont dans la majorité. Et donc oui, ce n'est plus possible. Mais ce n'est pas la seule réforme, ce serait malheureusement trop simple. Il détricote jour après jour le modèle social que nous avons mis tant de temps à construire, 75 ans pendant lesquels nous nous sommes acharnés après le Conseil national de la résistance, avec les syndicalistes, avec celles et ceux qui, dans le monde du travail, se sont battus avec nous pour arracher chaque page de ce Code du travail qui a été finalement écrit à la sueur du front de ceux qui se sont battus et qui ont trouvé un débouché politique avec la gauche. Mais ça a été au mois d'août, une réforme dont personne n'a entendu parler. Personne, pour l'instant, n'a entendu parler. Parce que sa mise en application, c'est là, c'est avril. Et en avril, non seulement il ne faudra pas, selon l'adage populaire, se déclarer d'un film, mais il ne faudra pas non plus tomber au chômage. Parce que là, les règles, elles vont être toutes différentes. Elles vont être durcies. Ce sera plus dur d'être indemnisé maintenant. Et ce sont des millions de femmes et d'hommes qui, au cours des prochaines années, si rien ne change, ne pourront plus être indemnisés. Et le pont avec la réforme des retraites, c'est comme ce système à points, le comble, c'est que, contrairement au système actuel, si demain vous n'êtes plus indemnisé, vous n'aurez même pas de points. Alors quand on nous dit les carrières heurtées seront davantage servies au moment du passage à la retraite, c'est une blague. Qui connaît aujourd'hui des carrières qui ne sont pas heurtées, des jeunes qui ne commencent pas par des périodes de chômage, d'intérim, de CDD, etc. Je viens de parler de ceux qui seront non indemnisés. Mais même pour ceux qui sont indemnisés, la règle va changer si la réforme des retraites passait. Aujourd'hui, quand vous êtes indemnisé, vous continuez à cotiser sur la base non pas de votre indemnisation, mais sur la base du dernier salaire que vous avez reçu. Demain, vous serez indemnisé sur la base de votre... vous cotiserez sur la base de votre indemnité et donc à 57% de ce que vous touchiez quand vous étiez encore salarié. Voilà la réalité qui nous est malheureusement promise jour après jour par ce gouvernement. Et je passe sur la réforme fiscale et je passe sur la façon dont ils ont traité les migrants. Et Eliane a été suffisamment éloquente sur le sujet. Dans ce pays où, rappelez-vous, ce président jeune qui avait dit « Mais l'honneur de l'Europe, c'était Angela Merkel quand elle a su accueillir 1 million de Syriens au moment de la crise. » Et quand les premiers ont dû fuir le régime de Bachar el-Assad. Ce même président qui nous a tiré des larmes de crocodile en nous disant que c'était ignoble ce qui se passait en Libye, l'esclavage de retour. C'est ce même président qui a refusé d'accueillir l'Aquarius et qui est celui qui fournit aux gardes-côtes libyens, complices de ceux qui, dans les geôles libyennes, mettent en esclavage ces femmes et ces hommes qui fuient leur pays. C'est nous, la France, qui avons fourni les bateaux qui leur permettent aujourd'hui d'arraisonner les migrants qui cherchent à fuir leur pays. C'est ça la réalité de notre pays. C'est ça la réalité de ce gouvernement. On nous a dit qu'il serait progressiste, que ce serait formidable. On aurait d'un seul coup des gens qui seraient un rempart contre le Rassemblement national. Mais le rempart,
s'est transformé malheureusement en passerelle. Aujourd'hui, peut-être que le seul qui ne peut plus battre Marine Le Pen à l'élection présidentielle s'appelle précisément Emmanuel Macron, parce qu'il a construit jour après jour un mur entre lui et une part de ceux qui ont fait sa victoire. Sa victoire, elle n'est pas liée à son projet, elle est liée au fait qu'au deuxième tour, nous sommes des millions à avoir fait le choix d'Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite. Mais ce sont ces millions de femmes et d'hommes qui sont venus en renfort pour la République et contre l'extrême droite qui ne veulent plus se déplacer aujourd'hui, en tout cas qui le disent. Et c'est grave. C'est grave parce qu'il a réussi à décevoir, y compris des gens qui n'avaient pas fait le choix du premier tour, Emmanuel Macron, mais qui avaient fait le choix de se dire que malgré tout, il y a quelque chose de commun entre nous. Et ce commun, c'était d'abord la République et qu'on ne pouvait pas, jour après jour, la détricoter. Et voilà, nous en sommes là. Et donc, nous ne serons pas pardonnez si nous n'arrivons pas à nous unir. Imaginez, scénario dystopique, imaginez que nous soyons à l'élection présidentielle, après les élections régionales, que nous aurions tous couru les uns contre les autres. Présidentielle, pareil, et vous avez un candidat pour chaque parti de la gauche. Et il y en a 13, 14, 15, je ne sais plus. Imaginez que chacun ait son candidat. Mais, je ne fais pas de dessin, le second tour, il se jouera à nouveau entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors je sais qu'il y a des théories, des gens qui disent « mais c'est pas grave, si on perd l'élection présidentielle, on gagnera la suivante, à la belle histoire ». Alors qu'on dit que dans 10 ans, la planète sera complètement en feu, qu'elle sera en réalité soumise au réchauffement climatique, que des millions d'espèces vont disparaître, on aurait, nous, le temps de se dire qu'on verra bien la fois suivante. Mais au-delà de ça, quel est ce rééquilibrage dont on parle? Est-ce que vous pensez vraiment que les Françaises et les Français vont se dire « Ah ben, ils se sont tellement divisés à l'élection présidentielle qu'on va leur faire confiance aux législatives ?» Moi, je vous dis que non. Moi, je vous dis que dans ces cas-là, la sanction sera plus lourde encore pour chacun d'entre nous. Parce qu'ils diront « Vous avez été incapable, infoutu de vous mettre d'accord pour l'élection présidentielle. Vous n'avez pas fait les élections régionales ensemble. Vous avez fait l'exact contraire de ce qu'on attendait de vous. Qu'est-ce qu'on veut de vous ?» Non pas que vous vous regardiez chacun en chien de faïence en vous disant « je suis plus beau que toi, je suis plus grand que toi, je suis plus fort que toi, je suis plus hégémonique que toi ». Bon, est-ce que vraiment quelqu'un dans cette salle attend ça de nous? Est-ce que quelqu'un attend qu'on soit plus fort que le voisin? Non, 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 non. Chaque jour, moi qui suis devenu, il y a 2 ans, l'homme sandwich des socialistes, où je suis maintenant interpellé régulièrement dans la rue, les gens ne me disent pas « on a envie que vous soyez plus fort que les écologistes ». Les gens ils me disent jamais ça. Ils me disent « Monsieur Faure, un jour je suis écologiste parce que le sujet me porte à penser qu'ils ont plutôt raison. Mais le lendemain, je suis plutôt socialiste parce que je pense que la question sociale n'a pas supprimé, enfin plutôt n'a pas été supprimée par la question écologique. » Ce que tout à l'heure disaient les uns et les autres, ce que disait Mounir. Ces questions-là, elles sont liées, elles sont intimement liées, étroitement liées. Est-ce que vous croyez vraiment que quand on rénove un logement, sur le plan thermique, on fait juste de l'écologie? Ben non, on fait de l'écologie bien sûr parce que c'est mieux, parce qu'il y a moins de gaz à effet de serre, mais c'est aussi plus juste parce que c'est aussi une façon de faire en sorte que le budget, j'espère que ce n'est pas moi qui vous fais partir, hein, parce que le budget, en fait, des ménages, il va enfin être allégé par la dépense énergétique qu'on n'aura plus à produire. Parce que ceux qui sont aujourd'hui dans les territoires qui sont les territoires qui vont souffrir les premiers du réchauffement climatique, ce sont souvent les territoires les plus pauvres, les pays les plus pauvres, les régions les plus pauvres, et les populations qui ne pourront pas y survivre, qui ne pourront pas y échapper. Ce sont les populations qui, sur ces territoires, ne pourront pas faire le chemin vers des territoires plus accueillants. Quels sont les gens qui aujourd'hui souffrent de la malbouffe? Ce ne sont pas les plus riches qui peuvent se nourrir de manière totalement saine, qui sont ceux qui, dans les usines, sont exposés aux risques chimiques. Quels sont les agriculteurs qui sont aujourd'hui confrontés aux intrants et aux pesticides les plus dangereux? Mais ce ne sont pas les grands agriculteurs, ce ne sont pas ceux qui ont simplement un tableau Excel pour seul métier. Non, ce sont ceux qui sont effectivement les ouvriers agricoles, ce sont les ouvriers dans la chimie, dans la sidérurgie, dans le nucléaire, partout. Ce sont ces gens-là qui sont exposés aujourd'hui aux matières dangereuses.
Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que socialistes, communistes, écologistes, nous défendons les mêmes. Nous défendons les mêmes. Et nous sommes confrontés aux mêmes. Qui sont les gens qui, aujourd'hui, sont prêts à sacrifier la santé des salariés, sont prêts à sacrifier la planète? Ce sont ceux qui, aujourd'hui, se disent que, finalement, la loi du profit est celle qui guide le monde. Ce sont les mêmes prédateurs et ce sont les mêmes victimes. Alors, pourquoi donc soyons-nous opposés les uns aux autres? Voilà, cette histoire, c'est la nôtre. Et elle s'écrit ici à Mantes-la-Ville. Et moi, je souhaite que vous soyez un modèle, que vous puissiez, au lendemain de la victoire, parce que je suis convaincu, Amitis, que tu vas gagner. Au lendemain de la victoire, j'aimerais que vous soyez toutes et tous ambassadeurs et ambassadrices de cette union-là, que vous puissiez raconter partout ce que vous avez fait, comment vous avez composé votre liste, comment vous avez choisi de vous allier les uns aux autres, comment vous avez fait le choix, non pas de l'égoïsme, mais celui de vivre ensemble. Comment peut-on prétendre, et c'était le message des 10 tout à l'heure, c'était de dire, finalement, tout votre projet, il se limite à presque une phrase. Comment est-ce qu'on peut vivre intelligemment ensemble? C'est ça que vous êtes venu nous dire par la culture, par l'écologie, par l'école, par tous ces éléments qui font qu'on peut à nouveau vivre ensemble. Comment peut-on aller partout sur les tribunes de France dire « on voudrait que vous viviez ensemble, mais nous, on ne sait pas vivre ensemble ». Alors oui, je souhaite que vous soyez un modèle exigeant, que vous exigiez les uns et les autres, socialistes, communistes, écologistes, générations, que sais-je encore. Allez voir vos dirigeants et exigez d'eux le rassemblement. Dites-leur que vous n'en pouvez plus de cette querelle de chefs qui n'intéresse plus personne. Moi, je le dis devant vous comme je le dirai à la télévision chaque fois que ça me sera posé. Je suis prêt à soutenir n'importe lequel d'entre nous qui peut nous mener à la victoire, d'où qu'il vienne. Parce que la question, ce n'est pas de savoir d'où il vient, mais où il veut aller avec nous. Et moi, je sais où nous voulons aller. Alors, chers amis, chers camarades, j'ai été trop long, et je voudrais finir avec Jacques Brel, puisque c'est une salle qui porte son nom. Et Jacques Brel était un artiste magnifique, un artiste belge, mais magnifique quand même. Et donc, qui nous a honorés de tellement de chansons. Et il y a une chanson dont je ne connais plus les paroles par cœur, mais je prends mes lunettes et mon téléphone. Les nouvelles technologies servent au moins à ça. Et je voudrais vous relire ces paroles magnifiques de cette chanson qui s'appelle « Il nous faut regarder ». Parce qu'elle nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit qu'il nous faut regarder au-delà de la misère, au-delà de ce qui nous fait pleurer. Et je ne peux pas vous lire la chanson en entier, mais je vous lis les derniers mots. Il nous faut regarder ce qu'il y a de beau. Le ciel gris ou bleuté, les filles au bord de l'eau, l'ami qu'on sait fidèle, le soleil de demain, le vol d'une hirondelle, le bateau qui revient. Par-delà, le concert des sanglots et des pleurs, et des cris de colère, des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme des rues et des chantiers, des sirènes d'alarme, des jurons de charretiers, plus forts que les enfants qui racontent les guerres, et plus forts que les grands qui nous les ont fait faire. Il nous faut écouter. L'oiseau au fond des bois, le murmure de l'été, le sang qui monte en soi, les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Les berceuses des mères, les prières des enfants et le bruit de la terre qui s'endort doucement. Eh bien, Amitis, oui, 6 ans d'hiver, ça suffit. Maintenant, c'est le printemps et c'est toi.